Bonsoir à tous. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'avoir été choisie pour présider ce jury, parce que je suis une amoureuse de ma région, l'Occitanie, parce que j'ai fait des études à Montpellier 3, et puis également chez Jean Monnet, j'ai acheté mes livres chez toi. Donc c'est une émotion toute particulière pour moi d'avoir été choisie. Indépendamment de tout ça, cette sélection était merveilleuse. J'ai passé des moments magiques. Il a fallu se décider. Par chance, nous sommes à peu près tombés d'accord. Et je crois qu'il est temps de vous donner le nom du grand gagnant. C'était vraiment un gros coup de cœur pour moi, donc je suis très heureuse et très émue de vous dire que c'est Nicolas Delot qui remporte le prix Habiter le monde. Je crois. Beaucoup de choses ont déjà été dites et qui m'émeuvent beaucoup. Et en tant qu'écrivain et en tant que professeur sur la défense du livre et l'énergie qu'on a à dépenser tous pour que les générations naissantes soient des citoyens conscients et des citoyens du monde. Je suis très ému parce que habiter le monde est une vraie très belle question, très large, très vaste. On en discutait ce matin, c'est une question philosophique, c'est l'être au monde de Heidegger, c'est une question géographique aussi, architecturale, éthique, enfin multiple. Et c'est une question littéraire, moi ce que je trouvais très beau, alors évidemment c'est très émouvant d'être élu lauréat de ce prix. Ce qui est encore plus émouvant pour moi, c'est de voir à quel point il y avait d'ouvrages qui collaient à ce prix. C'est un formidable signe de vitalité de la littérature et du rôle de la littérature dans le monde. Et très longue vie à ce prix qui dit pour moi à quel point la littérature en France est vivante. Et ça, c'est un énorme bonheur. Alors, Nicolas Delot, bonjour. On peut le dire, Des rêves à tenir de Nicolas Delot aux éditions Grasset et le lauréat du prix Sorams, Habiter le monde. Alors, félicitations. Merci. Voilà. Félicitations et puis merci aussi parce que vous habitez Prague. Oui. Et vous n'avez pas hésité à courir et à venir nous rejoindre. Avec joie. Première question, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ce livre? Je vais essayer de faire court. À la base, je dirais qu'il y a une colère, d'abord face à un état des choses et la manière, on va dire, dont en Europe on se préoccupe ou on feint de se préoccuper ou on ne se préoccupe pas du sort des réfugiés qui nous viennent d'Afrique. Et puis, parallèlement à ça, une obsession que je construis, livre après livre, d'une littérature en rhizome. Ça nous amènerait un petit peu loin, mais s'agissant de la colère, j'étais confronté à un défi assez passionnant et assez difficile parce que il me semble que la littérature de fiction, et là c'est de ce côté-là que vous êtes allé voir, perdrait énormément à devenir, enfin, à se résumer à de la littérature à thèse. Ce que l'on défend comme idée, si on prend les voies du roman pour le faire, doit se passer de ces chaînes démonstratives et de l'univocité qui fait une démonstration. Le monde lui-même n'est pas univoque. Il est rempli de paradoxes, de choses complexes. Et il me fallait m'occuper de cette colère en prenant en compte la complexité, la diversité du monde, ses paradoxes, etc. Donc le défi pour moi, il était là, c'est comment transformer une conviction, parce que je suis un écrivain de mon temps, comment transformer ces convictions, ces colères, ces réflexions en quelque chose qui, au niveau de la fiction, soit intéressant, ne soit pas appauvrissant, ne soit pas univoque. Voilà.
Très bien. Alors, vous allez me pardonner parce que je vais vous poser une autre question qui est à un niveau nettement très différent. Là, vous nous dites que c'est vraiment un cri de révolte. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'a surpris. Alors, ces compagnons de la langouste montrent un côté un peu espiègle, pour ne pas dire, voilà, c'est pas un militantisme échevelé non plus. Le roman, quand on parle des compagnons de la langouste, tout le monde a eu un grand sourire et ça a beaucoup amusé. Ça ne retire rien au sérieux de l'ouvrage, mais là, il va falloir vous en expliquer, parce que votre cri de révolte à travers la langouste... Alors, les partisans de la langouste, pardon. Le narrateur confond tout le temps. Oui, voilà. D'accord. Les partisans de la langouste. Encore une fois, ça procède de la même volonté. On est plein de feu, plein de flammes, plein de passion lorsqu'on milite pour quelque chose. Et il y a là-dedans un courage que je trouve absolument admirable. Il y a aussi des choses extrêmement attendrissantes. Ces compagnons de la langouste, j'avais besoin de les aborder sous cet angle-là, plutôt drôle, léger, attendrissant, un côté bien nickelé. Qui n'empêche pas par ailleurs qu'il s'y passe de très grandes choses. J'ai rencontré dernièrement un lecteur qui m'a dit quelque chose, moi une chose à laquelle je n'avais pas pensé, qui était que finalement, enfin j'y avais pas pensé comme ça, j'y avais pensé sous un autre angle, il disait finalement ce roman, c'est peut-être un roman juste sur les liens amoureux entre des amis, voilà, sur l'amour au sens large que se portent des gens. Il avait l'impression, disait-il, que ce qui tenait les personnages entre eux, ce qui tenait l'ouvrage, c'était la pudeur et l'amour que les personnages se portaient les uns aux autres. Et je crois que c'est pas faux et qu'il y a là un des fondements de tout militantisme vrai. Un mélange d'amour et de colère, d'une certaine manière. Quant aux compagnons de la aux partisans, voilà, je confonds moi-même. Quant aux partisans de la langouste, figurez-vous qu'ils existent en vrai. Oh. Et ils sont en Bretagne? Alors, ils sont en Bretagne. Ils n'ont rien à voir avec les pieds nickelés qu'il y a là-dedans. Mais il se trouve que j'ai des amis rencontrés à Kerguelen, qui sont restés des amis depuis, qui ont fondé il y a quelques années à Camaret une association qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, qui s'appelle les Partisans de la Langouste, à qui j'ai donc fait lire l'ouvrage lorsqu'il était à l'état de manuscrit, en disant est-ce que vous acceptez que je prenne le nom? Alors ils ont accepté avec grand bonheur. Et puis en janvier 2020, Grasset a accepté l'ouvrage, et en février 2020, l'un de ses amis, des Partisans de la Langouste, m'a appelé en disant Nicolas, tu devineras jamais ce qui nous arrive. On est en train de travailler sur un bateau à Camaret. On remet en état l'électronique de bord et le moteur. Et ce bateau, c'est le Louise Michel. Et il est affrété par Banksy pour aller en Méditerranée. Donc il s'est trouvé en février, par un hasard complètement fou, que de véritables Partisans de la Langouste travaillent véritablement sur un bateau qui véritablement s'en allait en Méditerranée. Et par contre, ce qui m'a troublé, enfin, moi j'en étais ému aux larmes de ce hasard. Bien sûr. Et ému aux larmes parce que la seule chose que ça montre, c'est que des artistes de tous horizons et des hommes de tous horizons et des femmes de tous horizons sont de plus en plus nombreux à considérer ces questions sous un angle, j'ai envie de dire, humaniste. Et je pense que s'il y a un hasard dans le fait que mes propres amis se soient trouvés dans la situation dans laquelle je mettais des personnages de fiction, il n'y a pas de hasard dans le fait que Ai Weiwei d'un côté, Banksy de l'autre, moi-même, Patrick Chamoiseau et une pléthore d'autres se mettent à réfléchir, à écrire, à créer à propos de ces questions-là. Et ça, probablement Édouard Glissant s'il était encore vivant. Et probablement Édouard Glissant s'il était encore vivant, tout à fait. Alors j'ai encore une autre question, et là, j'en ai plein évidemment, mais une question qui s'adresse plus à, alors non pas tant l'écrivain que l'homme de lettres, si j'ose dire, vous allez voir. Finalement, ce livre, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman de l'utopie? Il est fondé sur des choses sur ce cri, vous avez dit, hein, sur ce cri de révolte, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas affaire là à un roman, à une façon de renouer avec les romans de l'utopie? C'était un but. En tout cas, c'était un but. Il me semble, ça je l'ai déjà exprimé, je ne m'en suis pas forcément expliqué, mais il me semble que notre époque appelle l'utopie terriblement, que c'est un manque.
que c'est un genre finalement que tout le monde connaît, mais qui est assez peu fouillé, et dans lequel les œuvres ne sont pas pléthores. Et il me semble que notre époque à la fois appelle l'utopie comme système de désir et rejette l'utopie. Et je vais l'illustrer de deux manières. Elle appelle l'utopie. Et moi, j'avais envie d'aller accrocher l'utopie comme système de désir parce qu'il me semble que le désir, c'est la plus formidable force d'action, le plus formidable moteur d'action qui soit. C'est la négation de ce qui est en tant que cela est et au nom de ce qui n'est pas ou pas encore ou devrait advenir. Donc c'est une force révolutionnaire prodigieuse, le désir, au sens large. Et je mets là-dedans le désir sensuel, etc. Et quand je dis que notre époque refuse aussi cette utopie, j'en ai un exemple, une illustration que j'ai trouvée très, très éclairante et très belle. Il y a un lecteur une lectrice en l'occurrence, peu importe, qui disait mais enfin cette histoire de bateau sur lequel arrivent des gens venus de partout et qui comme par hasard s'entendent bien, c'est absolument ridicule, c'est impossible, c'est vraiment totalement illusoire, c'est pas réaliste du tout. Mais cette personne, ça ne la gênait absolument pas qu'il y ait dans ce roman un personnage qui devienne transparent. Et ça pour moi, c'est quelque chose. C'est où se situe la suspension d'incrédulité de Coleridge, où elle se situe dans le roman. Qu'est-ce qu'on peut réussir à faire passer, qu'est-ce qui ne passe pas? Et j'ai trouvé ça très symptomatique que le merveilleux de ce personnage qui devient transparent ou disparaît soit accepté, et que l'utopie elle-même, dans ce qu'elle aurait de potentiellement réalisable, et ça on y a travaillé avec des amis, ça ne passe pas. Et je trouve ça intéressant. Ma dernière question, si vous permettez, Nicolas, c'est pas à quand le prochain, c'est le prochain, ce sera quoi? Votre autre cri de colère? Ou pas? Encore une fois, je pense que les moteurs de l'écriture, pour moi, sont ce mélange de colère et d'amour. C'est un cocktail dont j'ai besoin, dont je suis fait. Donc, de toute manière, la question ne se pose pas. Donc, il y aura forcément ce grand écart entre un fondamental dégoût de l'humain et un fondamental émerveillement devant chacune des personnes que je rencontre. Donc oui, il y aura de la colère et oui, il y aura tout plein d'amour aussi. Et il va falloir que je m'arrange avec l'un et l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations encore. Et puis, on espère bien vous revoir très très bientôt, Nicolas. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.